Binge Audio présente. Salut, c'est Inès Guiza. Les réunions non mixtes, racisées, c'est quelque chose d'inacceptable. C'est profondément scandaleux. Les gens qui se prétendent progressistes et qui distinguent les gens en fonction de la couleur de leur peau nous mènent vers des choses qui ressemblent au fascisme. Ça c'est un naufrage politique. C'est une attaque frontale contre les valeurs de la France et contre ce que nous sommes. Voilà ce que vous avez peut-être entendu ces dernières semaines. La cible de tant d'indignation, ce sont les réunions non mixtes. Des temps de discussion ou des ateliers dans lesquels s'exprime une minorité, ou du moins une partie de la population qui s'estime opprimée ou victime de violences parce qu'elles sont qui elles sont. Des personnes racisées, en situation de handicap, des membres de la communauté LGBTQ ou les femmes, par exemple. Les personnes considérées dominantes dans la société, elles, ne sont pas conviées à ces temps d'échange. Mettre une partie de la population à l'écart de discussions au nom de l'égalité, l'argument ne tient pas pour les détracteurs des réunions non mixtes, mais pour les participants et participantes, ces moments d'échange font évoluer la société ou au moins offrent un espace de liberté et de sécurité à celles qui assistent à ces réunions. Nous, on a décidé de mettre le débat politique de côté pour donner la parole aux principales concernées et comprendre l'importance qu'ont les réunions non mixtes pour celles qui y participent. Bienvenue dans Programme B. Les réunions non mixtes ne datent pas d'hier. Elles existaient pendant la Révolution française quand on excluait les femmes des débats politiques. Dans les années 60 aux États-Unis, ces types de réunions sont souvent mobilisés au sein du mouvement pour les droits civiques afro-américains. Puis vient l'après-mai 68 et le mouvement de libération des femmes. De nombreuses réunions non mixtes y sont organisées. C'est donc un outil ancien, mais aussi très actuel. La première personne à nous en parler, c'est Géraldine Dutheil. Elle a créé Les Frangines, un réseau de femmes entrepreneurs en milieu rural dans lequel s'organisent des réunions non mixtes. Et je lui ai demandé, simplement, pourquoi avoir eu besoin de ces réunions. Parce qu'on avait des préoccupations qui étaient les nôtres, en fait, et on se retrouvait dans les mêmes problématiques et sans jugement, sans devoir se justifier de la moindre action qu'on mène. Et du coup, on avance beaucoup plus vite dans notre cause. Si on peut appeler ça notre cause, en fait, puisqu'on ne l'a pas choisi, en fait. C'est juste, on s'est retrouvés là avec des problématiques de femmes entrepreneurs isolées en milieu rural. Quand on est une femme, on est moins prise au sérieux, surtout à la campagne, alors qu'on va être beaucoup plus prise au sérieux quand on est un homme. On s'impose plus facilement. Mais même pour quelqu'un comme moi qui a eu une éducation à la Fifi Brin d'Acier, même si on prend la place qu'on a envie de prendre, on n'a pas envie de nous la laisser. Donc, c'est compliqué de s'imposer, en fait. Même si on a cet état d'esprit, on va être facilement prise pour une folle, surtout quand on est dans des initiatives alternatives, quand ça sort de l'ordinaire. Et bon, on se dit, ça y est, qu'est-ce qu'elle va imaginer, qu'elle va nous transformer le territoire, qu'est-ce qu'elle croit. En plus, je suis originaire de mon village, donc il y a un passé, donc tout le monde se connaît. Donc, si à un moment donné, on a fauté sur le territoire, ça se sait et ça nous suit, quoi. Dès le départ, j'ai eu une lettre anonyme et quelques menaces parce que, bon, être féministe, c'est pas terrible, mais en plus, quand on défend le monde environnemental, l'ours dans les Pyrénées, les jeunes et l'écologie. Alors là, en plus, on voudrait tout leur révolutionner, quoi. Pour qui je me prends, en gros, quoi. Donc, le fait de se retrouver entre nous, ça nous a apporté énormément, que ce soit d'un point de vue mental, professionnel, organisationnel, etc. On a avancé très vite. Ces réunions ont été très bénéfiques, dans le sens où elles se trouvaient en contexte Covid, donc de confinement, et où on se retrouvait à ramer au niveau professionnel, et après aussi d'un point de vue mental, pour garder le cap et pas baisser les bras. On a pu les unes et les autres prendre le relais pour pas tomber dans la dépression, pour se revaloriser et avoir des retours positifs de la part des copines, en fait. Et comment elles se passent, ces réunions, concrètement ? Est-ce que vous avez des rituels ? Est-ce qu'il y a des temps précis dans la réunion ou est-ce que c'est libre ? Le rituel, c'est justement qu'il n'y ait pas de règles ni de contraintes. Et ça, on le trouve nulle part ailleurs, en fait. Dans aucune autre réunion, dans toutes les réunions d'entreprise avec des hommes, il y a tout le temps des contraintes, que ce soit la BNI, que ce soit les soirées réseau, comme j'ai pu faire quand j'étais commerciale dans les assurances.
il y a toujours des contraintes d'objectifs. Et justement, là, ce sont des réunions où on n'a pas d'objectif, où on boit un café, on discute de nos problématiques sans jugement, dans la bienveillance. Et c'est les maîtres mots, en fait. Et ça permet de se ressourcer pour retrouver une autre énergie, pour être plus forte après, mentalement. Alors, le but, c'est pas d'avancer sur les problèmes d'égalité homme-femme. Le but, c'est de trouver des moments de répit où, justement, on n'a pas besoin de se justifier, où on peut juste poser les choses ou signaler une problématique qu'on rencontre et qui sera pas forcément liée à un problème par rapport à notre genre, mais juste poser nos problèmes sur lesquels on a besoin d'être conseillé ou rassuré ou avoir l'avis des autres. Est-ce que vous auriez pu trouver ce réconfort dans un groupe mixte ? Alors, il aurait été possible de trouver un réconfort masculin, bien sûr, mais c'est pas sur les mêmes rapports. Les hommes vont plus nous booster pour qu'on continue, le côté professionnel à la limite, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, alors que les femmes vont beaucoup plus être dans l'empathie et nous dire qu'on a besoin de moments pour soi aussi. Parce que finalement, ces hommes qui nous donnent ces conseils-là, ce sont des conseils bienveillants, mais eux-mêmes n'appliquent pas du 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Par contre, ils attendent beaucoup plus de nous quand ils nous boostent. Et à un moment donné, on n'est pas des robots, quoi. Et on porte déjà énormément de choses. Et si on exprime les problématiques qu'on rencontre, on rentre dans des conversations où on a besoin de se justifier du moindre mot pendant un quart d'heure. Et en plus, on nous écoute pas, on nous coupe la parole et on nous explique qu'on défend pas notre cause en faisant comme ça, quoi. On nous explique comment on doit défendre notre cause, en fait. Et ça, c'est insupportable, en fait. Et dans les réunions, justement, d'organisation de l'association pour fonder le tiers-lieu, dès qu'il y a eu un sujet qui touchait un petit peu aux problématiques des femmes, en fait, les hommes de la réunion, ils prenaient ça comme une agression, en fait. Alors que c'était pas du tout le but. Le but, c'était d'expliquer quels étaient les problèmes, en fait. Et c'était très très mal pris, comme si on leur disait qu'on n'aimait pas les hommes, en fait, alors que c'est absolument pas le cas. Par exemple, si on dit que il y a des problèmes de maltraitance en milieu rural, beaucoup plus que même en ville, parce que ici les femmes ont l'impression d'être à l'abri quand elles viennent s'installer à la campagne. Au contraire, elles s'isolent et elles deviennent des proies. À ce moment-là, de suite, on nous explique qu'il y a aussi des hommes à qui ça peut arriver, quoi. Même si on est d'accord pour dire que ça arrive à certains hommes, on aimerait quand même être entendu, puisque la généralité, c'est pas des hommes, c'est avant tout des femmes qui ont ces problèmes-là et qui sont victimes. Donc, et à chaque fois qu'on parle de femmes victimes, il faut toujours qu'on parle d'abord des hommes. On peut pas parler des femmes victimes si on parle pas des hommes, quoi. Et il y en a qui le prennent très très mal. Il y en a que j'ai pas revu, en fait, dans les réunions. La question que je me pose, c'est à quel moment on peut différencier les groupes de parole des réunions non mixtes ? Et de là se pose la question de est-ce que participer à des réunions non mixtes, c'est nécessairement du militantisme ? Pour ma part, c'est pas du militantisme, mais c'est de l'engagement. Parce qu'on dépend de personne, en fait. Mais je suis dans aucune association féministe, donc j'ai pas décidé non plus d'être une femme et d'avoir un combat à mener. C'est comme ça, juste je suis une femme, j'ai envie de prendre ma place. Je me suis jamais freinée pour m'exprimer. Par contre, on n'a pas toutes eu cette éducation. Et il y a beaucoup de femmes qui s'expriment beaucoup plus facilement dans les réunions non mixtes que dans les réunions mixtes. Puisque sinon, en réunion mixte, les hommes ont eu une éducation. Ils se sont jamais freinés pour s'exprimer. Ils prennent beaucoup plus de place. Et du coup, on n'avance pas parce que les femmes, en fait, doivent se justifier. Ou alors, du coup, comme ça devient assez stressant, puisque c'est des conversations où on monte le ton. Finalement, si on n'arrive pas quand moi, par exemple, j'arrive pas à me placer c'est vrai qu'au bout d'un moment, je suis obligée de monter le ton pour me faire entendre. Du coup, le ton monte et il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas parler dans des circonstances comme celle-là. Du coup, elles s'expriment pas. Et c'est dommage. Et du coup, c'est ça qui fait que ça n'avance pas, en fait. C'est pas pour sauver le monde, c'est juste que nous, on a besoin de nous exprimer.
au quotidien, peu importe sur quel sujet. On a juste besoin de s'exprimer. Et dans l'éducation qu'on a eue, on n'a pas toute la facilité de nous exprimer, en fait. Plein de fois, les femmes, dès leur plus jeune âge, on leur dit de pas faire trop de bruit, quoi. Et de sourire. Et tout ça, c'est dans des petites phrases de tous les jours. On s'en rend même plus compte tellement c'est dans notre culture, en fait. Et dans ces moments-là, il y a un respect de chacune et on s'écoute parler, en fait. De l'écoute et du respect, c'est ce que Stéphanie Florquin est venue chercher chez les Frangines. Elle vient tout juste de rejoindre le réseau, mais les réunions non mixtes ne lui sont pas inconnues. Ça fait 10 ans qu'elle participe à des espaces non mixtes LGBTQ. C'est donc naturellement que je lui ai demandé qu'est-ce que ces années d'expérience dans ces espaces non mixtes lui ont apporté. D'une part, la rencontre avec des personnes qui partageaient certaines expériences que moi, en tant que femme lesbienne, de créer des liens, en fait, de créer des amitiés, mais aussi de pouvoir être dans des espaces où on a d'une part un vécu similaire de certaines choses, une vie peut-être un peu plus moins hétérosexuelle, mais aussi une expérience d'homophobie partagée, de pouvoir discuter de choses qui sont propres à l'expérience de personnes LGBT, des choses comme le coming out, quand on est face à des personnes qui ne comprennent pas qui on est, qu'est-ce qu'on vit, quand on doit toujours dire qu'on vit avec une personne de son genre, par exemple, des choses en fait de la vie de tous les jours, en fait. Et quand on est avec des personnes qui vivent ça de la même manière, d'une part, on n'a pas besoin d'être encore dans un groupe où on vit ça de nouveau. On fait encore de nouveau son coming out encore, et on répond un peu aux mêmes questions. Et puis de s'organiser ensemble pour nos droits, en fait. Moi, j'habitais en France au moment de la campagne pour le mariage pour tous et toutes. D'ailleurs, je travaillais à l'époque dans le milieu LGBT, donc j'étais très, très engagée dans ce travail-là. Et c'était, honnêtement, c'était vraiment super violent, en fait. C'était vraiment, on voyait tous les week-ends, il y avait des personnes qui sortaient dans la rue pour se battre contre le droit des personnes LGBT, des personnes homosexuelles plutôt, dans ce cas-là. Et en fait, on était dans le métro, on voyait des personnes avec des t-shirts, avec papa, maman, les drapeaux bleus et roses, et tout ça. Et en fait, c'était violent, en fait. Et du coup, on a besoin aussi de pouvoir se retrouver entre personnes qui vivent la même chose, en fait, qui lisent tous les jours des articles où on est en train de débattre si des personnes homosexuelles peuvent être des bons parents, s'ils ont le droit de pouvoir vivre comme tout le monde, de pouvoir se marier, s'ils ont le droit d'exister tout simplement. Donc voilà, se retrouver dans des espaces non mixtes, pour moi, c'était vraiment particulièrement important à ce moment-là. À quoi ressemblent les réunions non mixtes auxquelles vous avez participé et est-ce qu'elles se résument uniquement à des discussions sur les difficultés ou les violences rencontrées au quotidien ? Les espaces non mixtes, c'est pas forcément des espaces de parole, ça peut être ça, mais ça peut aussi être juste se retrouver, s'amuser, échanger, rigoler, faire la fête, mais libre de certains types d'oppression ou de certains vécus qui peuvent être négatifs. Se retrouver et ne pas devoir être confronté à quelqu'un qui dit quelque chose de sexiste, à qui on doit dire, OK, est-ce que je dois maintenant faire de la pédagogie, lui expliquer pourquoi ce qu'elle a dit, c'est sexiste. Ne pas être confronté à des remarques homophobes et se dire, OK, est-ce que maintenant je dois prendre ma casquette pédagogue, expliquer pourquoi ce que la personne a dit c'est homophobe, faire mon coming out à la personne aussi peut-être. Est-ce que c'est un espace qui est sécurisant pour moi? Est-ce que c'est même un espace safe? Est-ce que je vais me retrouver en danger en m'opposant à une personne qui dit quelque chose d'homophobe ou de sexiste, par exemple? C'est pas forcément des espaces où ça peut être des espaces où on parle, où on échange, etc. Mais ça peut aussi être des espaces juste où c'est une bulle d'air, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'oppression dans les espaces non mixtes, hein. Il y en a évidemment, il y a des hiérarchies entre des personnes, il y a du privilège, il y a plein de choses aussi dans des réunions non mixtes, mais en tout cas, une liberté de certaines oppressions, en fait. Chaque moment n'est pas le même, en fait. Il peut y avoir des moments qui sont chouettes, des moments qui sont moins chouettes. C'est pas parce qu'un espace est non mixte que de fait, on s'y sent bien. Mais généralement, moi, je me sens généralement bien dans des espaces non mixtes et je me sens ressourcée, je me sens plus ressourcée pour pouvoir faire face avec calme et pédagogie dans d'autres espaces, en fait, à des commentaires dans d'autres espaces, à du sexisme, à de l'homophobie, pour pouvoir
faire des interventions au milieu scolaire pour déconstruire l'homophobie, par exemple. Voilà. Donc, les moments de non-mixité nourrissent aussi les espaces mixtes. En faisant des constats entre personnes partageant un certain vécu, on peut arriver à analyser des expériences comme n'étant pas individuelles, comme n'étant pas de l'ordre du privé, mais comme étant plutôt un résultat d'une oppression systémique. Et du coup, on peut ensemble commencer à trouver des solutions. Et ces solutions-là, on peut les apporter dans des réunions mixtes. Nous, on s'est retrouvés entre femmes lesbiennes. On a fait le constat que XY. Et on aimerait bien votre soutien même pour changer ça. Ou nous, on aimerait bien mettre en place telle activité. Donc, par exemple, à Bruxelles, dans le milieu féministe, on a organisé la grève du 8 mars. Il y a des hommes qui ont participé en tant que soutien et il y a les femmes donc, qui organisaient les réunions, qui organisaient tout le mouvement. Elles ont apporté à un moment donné leurs revendications et leurs besoins dans des espaces mixtes. Et elles ont demandé à des hommes de pouvoir les soutenir, en l'occurrence, sur des tâches qui sont plus traditionnellement effectuées par des femmes. Hein. Donc, par exemple, les hommes venaient pour préparer à manger, pour regarder les enfants, pour que les femmes puissent participer dans les réunions. Et donc, les hommes pouvaient aussi participer, à leur moyen, dans ce mouvement, en fait. Mais les constats ont été faits par des femmes en non-mixité. Quand on a eu l'occasion d'en discuter calmement avec ses copines qui on partage un peu les mêmes vécus, enfin, des vécus similaires, on peut un peu râler entre copines. Et puis après, on peut retrouver les espaces mixtes un peu plus sereines, en se disant, OK, j'ai pas besoin de m'énerver. Je peux peut-être aujourd'hui avoir un peu de force pour pouvoir expliquer calmement pour la 36e fois pourquoi l'homophobie existe, par exemple, en France, plutôt que de me prendre des remarques ou de me sentir mal dans des espaces et du coup ne pas avoir la possibilité d'expliquer, en fait. La question des réunions non mixtes fait débat ces dernières semaines. On lui reproche de diviser, mettre à l'écart une partie de la population. Avec votre expérience des espaces non mixtes, est-ce que ce sont des critiques que vous comprenez ? J'ai un petit peu du mal à comprendre parce que, d'une part, c'est pas parce qu'on participe aujourd'hui à une réunion non mixte que demain, on n'est pas en mixité. La plupart des personnes qui sont dans des espaces non mixtes sont la plupart du temps dans des espaces mixtes. C'est pour ça qu'on est dans des espaces non mixtes, justement, pour avoir des espaces entre personnes avec qui on partage une expérience. Bien sûr qu'une personne qui n'est pas concernée par quelque chose peut aider, mais il faut savoir à quel moment, en fait, c'est une question de temporalité pour moi. Par exemple, une personne hétérosexuelle peut très bien soutenir le mouvement LGBT et les droits LGBT et peut peut-être en théorie comprendre un certain nombre de l'oppression, mais c'est différent de comprendre intellectuellement une oppression que de la vivre. Pour que les personnes puissent elles-mêmes se libérer d'oppression, il faut leur donner l'espace, il faut permettre des espaces pour échanger sur ces oppressions-là, pour en parler. Et là, on peut faire appel à des alliés qui ne vivent pas les mêmes oppressions et on peut leur dire, écoutez, nous, on a fait ces constats-là, est-ce que tu peux nous soutenir ? Le débat autour des réunions non mixtes se concrétise. Le 1er avril, le Sénat a adopté à l'unanimité un amendement au projet de loi contre le séparatisme. Cet amendement permettrait au gouvernement de dissoudre une association qui organise des réunions non mixtes basées sur une couleur de peau, une origine ou une religion. Ce sera à l'Assemblée nationale de valider ou non cet amendement. Merci à Géraldine Dutheil et Stéphanie Florquin pour leur témoignage. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre plateforme ou votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun épisode. Instagram, Facebook et Twitter. À demain pour un nouvel épisode.